Un grand angle qui est donc consacré à la paix dans le monde et aux crises émergentes, aux anciens conflits aussi qui la menacent. Présence exceptionnelle ce soir de 3 anciens premiers ministres. Bonsoir messieurs, soyez les bienvenus. Jean-Pierre Raffarin, vous étiez avec nous dans la première partie. Je rappelle que vous avez été Premier ministre français et que vous lancez en grande pompe cette ONG, organisation non gouvernementale baptisée Leader pour la paix. Avec nous également 2 anciens premiers ministres qui ont décidé d'adhérer à cette fondation. Jean Charest, vous avez été Premier ministre du Québec, province francophone du Canada. Vous avez depuis repris votre carrière d'avocat et vous avez décidé d'agir aujourd'hui au service de la paix dans le monde, tout comme à vos côtés Tertius Zongo, bienvenue. Vous dirigez le gouvernement du Burkina Faso et vous avez décidé également d'adhérer à la Fondation pour la paix lancée par Jean-Pierre Raffarin. On va d'abord vous poser une question sur l'actualité. Jean Charest, Gaza, 59 morts, 2400 blessés. Votre réaction? C'est une tragédie des journalistes, des enfants, et pour un conflit qui dure depuis trop longtemps. Et c'est un exemple du type de conflit qui finit par prendre une posture de gestion. On gère le conflit et on a à peu près abandonné le dialogue qui est incontournable pour arriver à une solution ultimement entre les Israéliens et les Palestiniens. Alors, espérons peut-être que le Conseil de sécurité réussira à convaincre les parties qu'il faut revenir au dialogue et reprendre ce qui est essentiel pour trouver une solution. Tertius Zongo, c'est un conflit, le conflit israélo-palestinien, notamment le sort du peuple palestinien qui suscite beaucoup d'émotions en Afrique, notamment dans votre pays, le Burkina Faso. Israël se défend depuis hier en disant tout ça, c'est de la faute du Hamas. Quelle est votre réaction? Non, je crois que chacun a une raison d'accuser l'autre. Ouais, c'est toujours l'argument le plus facile. Et je crois que ce qui est le plus important, c'est de surpasser ses émotions. Surpasser ses émotions et aller vers le dialogue, aller vers la tolérance. Vous savez, c'est la peur de l'autre. Lorsqu'on dit c'est la faute de l'autre, c'est parce qu'on a peur de lui. On se dit que ce qu'il va faire, je ne peux pas l'accepter. Est-ce que l'homme doit avoir peur de l'homme? Nous devons plutôt nourrir un esprit de dialogue. Et si nous sommes humains, si nous sommes au-dessus des animaux, nous sommes capables de surpassement, c'est que nous devons chercher la tolérance, nous devons chercher la concorde. À chercher qui a tort, qui a raison, on ne finira jamais de s'affronter. Jean-Pierre Raffarin, à Leader pour la paix, vous avez isolé 3 crises majeures émergentes, 3 frontières en tout cas, Mexique, États-Unis, Libye, Tunisie et... On n'est pas dans les frontières là, quoique le climat en Asie. Quelques mots sur chacun de ces 3 thèmes. Pourquoi les avoir choisis, ceux-là? Pour qu'une réflexion comme la nôtre ne soit pas trop générale, il faut qu'elle soit appliquée à des cas très concrets. Non pas des crises qui sont très chaudes, mais des crises qui sont menaçantes et puissantes. Aujourd'hui, la Libye est en guerre civile. La frontière entre la Tunisie et la Libye est poreuse. Beaucoup de mafias sont en train de s'installer. Il y a des possibilité de déstabilisation de la Tunisie. Il faut développer, soutenir la Tunisie. Il faut traiter le problème de guerre civile en Libye. C'est un sujet qui concernerait l'Europe si tout ça tournait mal. À la frontière du Mexique et des États-Unis, M. Trump promet de faire un mur, mais on voit que la situation du Mexique est très compliquée. D'abord parce que les migrants qui vont vers les États-Unis ne viennent pas forcément du Mexique, ils viennent de toute l'Amérique latine et passent par le Mexique. Et le Mexique est en train de devenir une plateforme internationale du crime. Et ça nous concerne aussi parce que beaucoup d'actes criminels de trafic de drogue qui touchent nos pays viennent de cette plateforme-là au Mexique. Et puis, la question du climat, on voit qu'elle se pose partout. Elle se pose en Afrique, elle se pose en Amérique, elle se pose aussi en Asie, notamment la montée des eaux, la pollution atmosphérique. Il y a un certain nombre de sujets qui sont majeurs et nous voulons alerter les uns et les autres sur les risques. Pourquoi? Parce que nous, on fait beaucoup d'efforts pour la guerre. On fait beaucoup de travail sur la guerre. Il y a beaucoup de livres qui paraissent sur la guerre. Il y a beaucoup de conférences sur la guerre. Mais sur la paix, est-ce qu'on fait vraiment des efforts pour comprendre la paix, du travail pour la paix? Il y a des écoles de guerre partout dans le monde. Vous avez des écoles pour la paix. Nous pensons qu'il faut travailler la paix. La paix, ça ne tombe pas du ciel comme ça. Il faut la vouloir, il faut le travailler. Ce que disaient les premiers ministres tout à l'heure, il faut faire en sorte que le dialogue s'impose. Jean Charest, il y a une autre crise mondiale, un nouveau phénomène, c'est ce terrorisme entre guillemets mondialisé. Ouais. Le Canada a été touché, tout comme la France encore ce week-end. Le Burkina Faso également a été durement touché ces dernières années. Pour vous, par exemple, dans cette fondation, quel peut être le message en direction
des citoyens? Le rapport qui a été produit pour notre première réunion a été fait par l'ambassadeur Vimont, ambassadeur français. Il soulève un concept qui est intéressant, celui de l'absence d'immunité géographique. Alors, nous, en Amérique du Nord, il est faux de croire que l'éloignement de certains conflits géographiquement nous protège. Il y a eu des attaques au Canada. Et donc, ce qui nous rappelle que les enjeux, les conflits qui se font au Moyen-Orient nous concernent. Ce qui se passe en Afrique nous concerne. Ce qui se passe en Asie également nous touche très directement. Alors, et de centaines de façons. C'est pas uniquement dans notre vie sur le plan de la sécurité, sur le plan économique, sur le plan social, les migrants, les réfugiés, etc. Alors, il est faux de croire que ou la distance ou le temps nous éloigne de ces conflits-là, alors que c'est tout à fait le contraire. Le plus rapidement on le réalise et on l'accepte, le mieux on se portera et le plus dévoués nous serons à chercher ensemble des solutions et assumer notre part de responsabilité, parce que nous avons également une responsabilité dans la recherche de solutions. Peut-être, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que toutes ces crises, elles sont interconnectées. Les migrants, par exemple, en général, ce qu'ils fuient, c'est la guerre, la pauvreté. Ça peut être aussi le climat. Il y a d'ailleurs déjà des réfugiés climatiques, notamment en Afrique et en Asie. Non, je crois que vous avez touché, je pense, un point important. Et malheureusement, quelquefois, dans nos approches, nous n'approfondissons pas l'analyse des causes. Vous voyez, vous avez parlé des migrants, vous avez parlé du terrorisme. Lorsque vous approfondissez l'analyse des causes, il faut comprendre pourquoi ces phénomènes existent. Mais quelqu'un qui a un mieux-être chez lui, qui n'a pas peur du lendemain, qui croit en l'avenir, pensez-vous qu'il se lèvera contre vents et marées pour monter dans des bateaux au prix de sa mort pour aller quelque part? Pensez-vous qu'il va porter des bombes pour aller se faire exploser quelque part? Non, parce que lorsqu'on regarde, c'est vrai, la misère ne conduit pas forcément au terrorisme. Mais il n'y a pas cette corrélation directe. Mais quand on regarde, la misère amène les gens à chercher des opportunités. Et quelquefois, l'offre d'opportunités, c'est laquelle? C'est celle que nous voyons pour faire de la contrebande, pour s'allier au crime de sang. Et comme vous l'avez dit, il y a aussi tout ce problème climatique. Et je suis un Africain. Vous savez qu'en Afrique, mais la plupart des Africains vivent en campagne. Et l'agriculture en Afrique est une agriculture pluviale. Et avec les changements climatiques, on a plus de sécheresse, on a moins de rendement, on a les superficies qui s'accroissent. Et s'il y a moins de rendement, mais qu'est-ce que les gens font quand ils n'ont rien? Ils vont en ville. Et quand ils vont en ville, la population s'accroît en ville. Mais l'accroissement des infrastructures sanitaires et des équipements ne vont pas au même rythme que l'accroissement des populations dans les centres urbains. Qu'est-ce qui arrive? C'est la criminalité, c'est la pauvreté, c'est l'immigration. On retrouve ces mêmes phénomènes, comme vous dites, qui sont interconnectés. Justement, Jean-Pierre Raffarin, quand on entend ce discours, on se dit qu'il y a du travail à faire quand on voit la manière dont les pays européens notamment gèrent la crise migratoire. On a le sentiment que chacun voit midi à sa porte, chacun a peur d'être envahi et qu'au fond, on ne voit pas tous ces enjeux derrière. Or, c'est inéluctable. Je pense qu'il faut quand même prévoir un certain nombre de situations, mais il faut bien distinguer tout ce qui est réfugié, tous ceux qui doivent être accueillis et pour lesquels il nous faut construire des politiques d'accueil, et puis tout ce qui est toutes les formes de terrorisme, toutes les formes de délinquance, où là il nous faut des systèmes qui sont des systèmes beaucoup plus vigoureux, avec une politique de renseignement renforcée, un maillage plus serré, mais surtout, je pense qu'une des idées que nous avons tous à aider pour la paix, c'est qu'il faut se méfier des interventions militaire. On l'a vu en Irak, et Jacques Chirac a eu raison de s'opposer à l'intervention militaire. On le voit en Libye. S'il n'y a pas de solution politique derrière l'intervention militaire... Justement, sur l'Iran, vous craignez une intervention militaire américaine, tous les trois elle se précise, selon vous? Vous savez... On a le sentiment que Donald Trump est prêt à y aller. Il y a des gens qui travaillent près de lui qui ont déjà écrit dans le passé qu'il fallait changer le régime en Iran. Alors, ce qu'on appelle en anglais le regime change, le concept d'intervenir. Et on a raison de s'interroger là-dessus. Et les gens ont raison de s'inquiéter parce que c'est la solution la plus rapide. Ça paraît facile, mais c'est toujours la même histoire dans le cas des conflits. C'est très facile d'entrer en guerre. Tous les généraux vous le diront.
c'est sortir. Alors comment, et une fois qu'un conflit commence, c'est impossible de prévoir de quelle façon ça va se dérouler. D'ailleurs, on n'a pas prononcé un mot, c'est Syrie. Le conflit syrien, c'est effarant. En fait, on peut parler, vous disiez Jean-Pierre Raffarin, je crois, à une de ces conférences que vous êtes né après la Seconde Guerre mondiale et que vous n'avez pas connu la guerre, qu'aujourd'hui les jeunes peuvent la connaître et la connaissent d'ailleurs. La Syrie, d'une certaine manière, est une troisième guerre mondiale. C'est une situation qui est assez dangereuse parce que des grandes puissances font la guerre sur un autre territoire. Oui, par procuration. Par procuration. Donc tout ceci est quelquefois particulièrement dangereux pour un certain nombre de pays. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est qu'il n'y a que le dialogue pour... Si on ne parle pas avec les Russes dans cette affaire, si on ne parle pas avec l'Iran, si on ne parle pas avec la Turquie, et si on ne parle pas avec Bachar el-Assad, on voit bien qu'il y a des difficultés majeures à trouver une solution. Justement, en ce moment, Donald Trump, pardonnez-moi de vous couper Jean-Pierre Raffarin, on va montrer une image, c'est celle de Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen qui rencontre le président sud-coréen. C'est une image historique. Au fond, est-ce que parfois la stratégie de Trump peut être la bonne quand on sait toutes les complications qu'il peut y avoir dans les organisations, les rencontres? Est-ce que d'y aller comme ça, franchement, et de dire on va se rencontrer, ça ne peut pas marcher? Je pense que la provocation n'est jamais une bonne solution. Et donc, je crois que l'escalade n'a pas servi à grand-chose dans cette affaire. Et je crois que la Corée du Sud a mené les bonnes discussions, a bien utilisé les Jeux olympiques. J'imagine que les Chinois ont aussi joué leur rôle pour dire qu'ils protégeraient l'avenir du régime de la Corée du Nord. Donc, il y a eu une certaine discussion qui a été, d'une certaine manière, assez clandestine. Mais on ne m'empêchera pas de l'idée qu'il y a la Corée du Sud, les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord, et que tout ça a fait l'objet d'une discussion multilatérale. Ce que nous combattons, c'est l'unilatéralisme. C'est ma loi, je veux l'imposer aux autres. Et ça conduit à la révolte. D'ailleurs, on parle souvent de pays émergents. Aujourd'hui, on parle avec vous de crises émergentes. On a le sentiment aussi que le monde a changé et qu'effectivement, il est aujourd'hui multipolaire, qu'on le veuille ou non. C'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à voir en Occident, cela. Il y a l'Inde, la Chine aujourd'hui, bien entendu, qui sont des grandes puissances. L'Afrique du Sud, on peut penser au Brésil, même si c'est un pays qui est en grande difficulté. Non, je crois que vous abordez un point qui est très important lorsqu'on parle un peu du multilatéralisme. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde, il y a eu beaucoup de ruptures depuis que les institutions ont été mises en place. Des ruptures sur le plan économique. Vous parlez un peu de certaines puissances émergentes. Il y a eu des ruptures sur le plan militaire. Il y a certaines nations qui, militairement, étaient faibles, qui aujourd'hui ont une certaine... Mais il y a eu des ruptures technologiques, des ruptures culturelles, mais des ruptures aussi au niveau démographique. Par conséquent, lorsque vous prenez le monde aujourd'hui, les risques que le monde court ne sont plus les risques qu'on voyait lorsqu'on mettait en place ces institutions multilatérales. Oui. Les risques sont devenus incontrôlables et sont devenus interpénétrés. C'est ça le vrai problème. Par conséquent, nous ne pouvons pas continuer à avoir la même réponse devant les risques. La réponse doit changer. Et comme le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin le disait, pour nous, au niveau des leaders de la paix, c'est comment apporter des idées nouvelles. Parce que la diplomatie est importante, mais la diplomatie à elle seule ne suffit pas à régler les conflits. Et on va continuer à parler de ce mot paix qui vient du latin pax. Il a d'ailleurs beaucoup inspiré Linda Giguère qui s'apprête à nous rejoindre. Place à l'humeur plutôt paisible de Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir ma mère. Comment allez-vous? Très bien, vous restez là aujourd'hui. J'entre dans le champ de la caméra. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous rencontrer. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de croiser trois anciens premiers ministres en même temps, en plus reconvertis en hommes de paix. Bon, je dis pas que vous étiez pas des hommes de paix durant vos mandats, mais bon, on sait ce que c'est que le pouvoir quand même. Le pouvoir, ça rend fou, comme le disait le député britannique Lord Acton, paix à son âme. Mais il avait raison quand même. Vous regardez Donald Trump aux États-Unis. Il y a même des élus républicains qui ont proposé sa candidature pour le prix Nobel de la paix. Non, c'est vrai, le pouvoir, ça rend fou. Alors vous, heureusement, pour vous, vous vous en êtes sortis. Donc vous êtes tous les trois maintenant engagés dans une nouvelle mission de paix, de réconciliation, d'apaisement, de concorde, de calme, de sérénité. Il y en a plein des synonymes de paix. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle précisément, je vous écoute depuis le début de l'émission, j'ai pensé au Dalai Lama, à qui je donnerai la parole. Le Dalai Lama qui dit ceci. La paix n'est pas seulement l'absence de violence ou de troubles.
La paix, c'est quand il y a une possibilité de conflit, mais que vous décidez d'éviter les violences et d'adopter des moyens pacifiques pour résoudre le problème. C'est ça, la véritable paix. Alors concrètement, on fait comment? Eh bien, je vous donne un exemple. Fous-moi la paix. Fous-moi la paix, laisse-moi tranquille, c'est une expression familière un peu vulgaire qui vient de fiche-moi la paix, qui est un peu plus respectueux. Si vous voulez, Jean Charest, c'est un peu l'équivalent de sac-moi paix, sac-moi patience ou crisse-moi à paix, comme on dit au Québec. Alors, pour la paix des ménages, évitons quand même ce genre de provocation. Moi, je suggère plutôt de fumer le calumet de la paix, qui est beaucoup plus apaisant. Fumer le calumet de la paix, ça signifie que deux personnes ou deux camps en conflit veulent se réconcilier. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais quel rapport entre une longue pipe, le calumet, et la paix? Eh bien, au XVIe siècle, messieurs, au XVIe siècle, au temps des rivalités entre les tribus indiennes d'Amérique, fumer un calumet, c'était mettre un terme à l'hostilité entre deux clans. Les chefs des deux clans, des deux groupes, s'asseyaient et fumaient. On déposait les armes, on enterrait la hache de guerre. On pouvait même signer un traité de paix. Les Occidentaux, qui étaient à l'époque en train de découvrir l'Amérique, ont kiffé cette tradition. Ils l'ont figée à travers cette expression, ce qui ne leur a pas permis pour autant d'avoir la conscience en paix. Il ne restait plus qu'à claquer en paix ou à mourir en paix. Bref, à partir la paix au cœur. Mourir en paix, c'est n'avoir peur ni de la mort ni de la vie. Mourir entouré d'amour, de compréhension et trouver le bonheur ultime. Bref, reposer en paix. Ce sont des expressions, messieurs, que vous devrez maîtriser, car vous êtes désormais des leaders de paix. Votre mission est capitale, mais ambitieuse. Alors, messieurs, allez en paix. Allons en paix. Jean Charest, je me tourne vers vous. Forcément, votre expression avec un mot paix. Ah! Au Québec. Donnez-moi la paix. Donnez-moi la paix. On sait aussi, Tertius Tsongo, qu'en Afrique, le français est très riche et multiple. Ce mot paix, pour vous, qu'est-ce qu'il représente? Non, c'est chez nous, je crois qu'on a hérité vraiment ce proverbe très sage de Félix Houphouët-Boigny qui nous dit: la paix n'est pas un mot, c'est un comportement. Il faut vivre la paix. Il ne faut pas simplement parler de paix. Il faut vivre la paix. Jean-Pierre Raffarin, je suis juste à vos côtés. Je me tourne un peu vers vous dans une posture un peu particulière. On parlait des raffarinades à l'époque. Sur le mot paix, vous pourriez nous en trouver peut-être, non? Que la paix soit avec vous. Mais que le plus important de tout ça pour nous, c'est que la paix, c'est un travail. Ouais. Ça ne tombe pas comme ça. La paix, c'est un travail, c'est un effort, et c'est ce que nous voulons faire. Et la paix, elle n'est jamais acquise, elle se gagne au quotidien. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous.